Bonsoir à tous, c'est dans la presse numéro 16 ce soir, invité de ce 16e numéro, Pierre Samba, manager du groupe Soft, on parlera avec lui bien sûr de musique et de communication musicale, et Ronnie Nabal qui était attendu depuis déjà quelques semaines, enfin il est là, rédacteur en chef de GTV. Mais aussi ce soir comme d'habitude de nos chroniques, alors Florence pour la revue de presse bien sûr, Luigi la revue du net avec le buzz, et une nouvelle chroniqueuse qui arrive ce soir, Estelle qui parlera désormais chaque mercredi de la publicité. Elle fera une chronique sous la pub. Voilà donc le sommaire de C'est dans la presse numéro 16. Bonsoir tout le monde. On démarre tout de suite sur l'information. Ronnie Nabal, on vous connaît, vous êtes déjà un jeune vieux de la presse puisque vous avez fait de la radio. On vous a connu à la une radio, à la une télé, peut-être même avant. Et puis, on vous a connu à Maximini aussi, à Orange. Et puis aujourd'hui, on vous retrouve à GTV sur un parcours chaotique, mais enfin, sur un parcours finalement tout droit. Parcours chaotique, non, je dirais pas. C'est un parcours où j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs médias. J'ai commencé en radio, effectivement, puisque c'était l'aventure un peu après la démocratisation de la radio et l'ouverture des radios libres. Donc, j'ai commencé en radio associative, en animation. Comme, ouais, j'ai envie de dire comme beaucoup. Hein, et quand on fait de la radio, on reste toujours quelqu'un de radio, même si on n'y est pas, on n'y est plus. Donc, effectivement... actif ensuite radio la radio qu'avait la Une Guadeloupe qui s'appelle la Une Radio, ensuite la Une Guadeloupe en rédaction. Actuellement à GTV, c'est une continuité quelque part puisque GTV et c'est quand même la continuité de la Une Guadeloupe et puis donc un passage sur Internet par le biais de l'agence de presse Mediacortec. Je retrouve, oui, tout à fait une partie de mes anciens camarades. Donc on peut dire que vous êtes un journaliste multimédia aujourd'hui, pratiquement. J'ai touché en effet donc à la radio, à l'Internet, très peu à la presse écrite et donc à la télé, oui, tout à fait. Alors, quand vous regardez un peu le paysage audiovisuel guadeloupéen, puisque vous avez touché de la radio, de la télé, de la presse sur le net, quel est votre sentiment un petit peu sur l'état de la presse aujourd'hui en Guadeloupe, des médias, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de difficultés, les télévisions vivent ou survivent, quelquefois disparaissent. On a eu l'exemple de l'ancienne chaîne de M. Fahed, la 4e. Alors aujourd'hui, on a connu les débords de la Une. On a GTV. Comment vous voyez un petit peu le panorama de la presse guadeloupéenne? La télévision a cela de particulier, c'est qu'elle demande beaucoup en termes de moyens, elle demande beaucoup financièrement, moins que la radio. Il faut souvent innover en télé si on veut capter des nouveaux téléspectateurs. Donc c'est vrai que la télé est difficile, d'autant que le marché... la radio. Je pense un peu plus difficile que là, en tout cas en termes d'investissement. Il y a aussi le fait que le marché soit petit, les restreint. Il est partagé entre les télés privées et la télé publique. Donc il y a beaucoup de difficultés à gérer une télévision. La Une Guadeloupe en a connu, GTV en a également connu à ses débuts. Mais globalement, je pense que le paysage, pour ne pas parler que de la télé, que le paysage médiatique ici en Guadeloupe est quand même dynamique. Il a existé un certain nombre de télés, il existe un certain nombre de télés qui connaissent des difficultés certes, mais qui arrivent à fonctionner et à mettre en place des choses intéressantes. Il existe beaucoup de radios. Autant quasiment que quand moi j'étais en radio, qui proposent des choses de plus en plus structurées. Les radios associatives sont devenues des radios très structurées, qui embauchent, qui permettent à des gens de travailler, qui permettent à des jeunes d'être en insertion. On a toujours, certes, qu'un seul quotidien, mais il y a beaucoup de journaux qui sont publiés. Donc finalement, je pense que le paysage est dynamique. Connaît des difficultés, mais le paysage est dynamique. On a beaucoup de choses à dire, on le dit sur plein de supports. Quand on voit le développement des sites internet ici en Guadeloupe, des sites internet d'information, il y en a beaucoup. La plupart des médias télé ou radio ont aussi un prolongement sur internet. Donc il y a un véritable dynamisme. Alors, on revient vers vous tout à l'heure. On va se retourner vers Pierre Samba.
avec un nom comme ça, on ne pouvait pas être autre chose que... mais oui, c'est vrai, Pierre Samba, autre chose, donc faire de la communication musicale. Et vous êtes l'homme de l'ombre, et vous êtes un petit peu celui qui a créé Soft. En fait, quand je dis ça, je mets de côté l'aspect musical, mais en fait, il fallait le façonner, ce groupe Soft. D'ailleurs, l'histoire du nom est assez particulière, sauf le nom même. Alors l'histoire du nom, en fait, ils allaient monter sur scène et chercher un nom. Ouais. Puisque au départ, Soft, c'était d'abord Philippe Sadi-Calais et les autres, oui, qui avaient été invités à un concert. Et donc ils cherchaient un... Quand vous dites les autres, Fred était déjà là, oui. Fred et Didier Juste, oui, qui au départ était avec Première époque. Première époque, si on veut. Voilà, c'est ça. Et donc, et vous arrivez en même temps ou alors on vous contacte après? Comment ça s'est passé? J'arrive juste un peu après, oui. Mais moi, j'étais déjà en relation avec Fred Béhet. C'était à l'époque Coco, ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, vous arrivez, le groupe n'est pas connu, il se lance dans l'acoustique il y a 5 ans, c'est ça, 6 ans à peu près? Oui, c'est ça. Enfin, quand il n'est pas connu, il est connu quand même. Il est connu dans le milieu, oui, comme c'est dans le cocos. C'est ça. Il a déjà son petit succès, parce qu'il remplit ses salles quand même. Ça met environ 18 mois avant de faire l'album, oui. Ouais. À la demande du public d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois, le public demandait l'album. Bon, au départ, la chanson qui marchait à l'époque, c'était Crime contre la Guadeloupe. Crime contre la Guadeloupe, déjà qui commençait à se faire connaître. Absolument. Et donc, je le disais tout à l'heure, vous avez façonné un petit peu la communication du groupe, parce que on sait qu'il y a eu beaucoup de passages à la Casa. Oui. Avant même le Centre des Arts, avant d'autres lieux. Alors, d'ailleurs, la Casa a participé au succès de Soft. C'est d'abord la Casa qui a, et M. Drumeau, qui nous a fait confiance quand même. Donc, parce que beaucoup se réclament de la création du groupe, mais enfin, celui qui peut vraiment dire qu'il a aidé à la vie du groupe au début, c'est quand même David Drumeau. Oui. Alors quand même, vous arrivez, enfin, avec Fred, vous arrivez à imposer un style qui n'était pas à l'époque connu, le style acoustique. On peut dire qu'il y a 10 ans en Guadeloupe, bon, c'était un petit peu marginalisé. Enfin, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, je veux dire que les gens en Guadeloupe n'avaient pas encore connu ce style-là. On le connaissait un peu en Martinique, mais plutôt en Haïti. Avec Bito Bass par exemple, des gens comme ça. Et alors, l'idée vient de qui? C'est Fred qui impose ce style-là au départ? Oui, enfin, d'abord, le premier album, c'est essentiellement des chansons de Fred quand même. En dehors d'une reprise, c'est essentiellement une chanson de Fred et une chanson d'un de ses frères, Maxence Déhay, qui chante aussi dans le groupe. Alors, quand je parle de communication, parce qu'en fait, vous ne le dites pas, vous êtes un petit peu modeste, on le comprend, mais en fait, il y a eu tout un travail, on va dire, en Bafeuille à faire pour faire connaître le groupe, découvrir ce style de musique et surtout l'imposer. De quels outils vous disposez à l'époque quand vous faites ça, quand vous commencez à travailler avec Soft? Sur quoi vous mettez l'accent? Comment ça se passe? D'abord, je vois bien qu'il y a... Ronier, là, il est musicien, il a vu aussi un petit peu, il pourra intervenir, d'ailleurs, le dit aussi. Je passe autour de la table, je le dis, c'est le principe de l'émission. Donc, sur quoi vous basez au départ pour lancer Soft? D'abord, le succès du groupe était le succès du public. Oui. Bien avant qu'il soit connu ailleurs, il est d'abord connu ici, comme on l'a dit, dans un petit milieu de quelques salles que nous avons. Les salles étaient quand même pleines. Oui. C'était déjà quand même un signe que le public recherchait ce type de musique. C'est donc d'abord la rencontre de ce style de musique et du public. On n'est pas les seuls, enfin, Soft n'est pas tout seul. Là, juste avant Soft, il y avait l'album de Dominique Coco, qui a vraiment... qui a bien marché à l'époque aussi, qui a fait un peu d'action. Je pense que, pas répondre à la place de Pierre, mais je pense que Soft s'est quelque part imposé aussi. Parce que c'est vrai qu'il y avait le succès au niveau de la Casa, au niveau des concerts. C'est vrai que le style n'était pas forcément attendu, mais était bienvenu. Absolument. Et je pense que le groupe s'est imposé naturellement. Naturellement, il était normal de programmer en radio Soft. Il était normal. Je pense que ça s'est imposé. Ça s'est imposé presque tout seul. Le travail de communication s'est fait. C'est vrai, mais ça s'est imposé. Mais il y a un travail quand même derrière. Oui, non, mais pour tout dire, quand même, au départ, ce n'a pas été si facile de l'imposer en radio, quand même. J'imagine. D'ailleurs, je me souviens t'avoir appelé tout au début en te disant, bon, comme j'ai des problèmes pour le faire passer, les radios sur lesquelles je me suis appuyé, c'était les radios qui étaient autour de moi. Donc, Radio Gaillac, par exemple. Radio Gaillac et d'autres. Mais c'est vraiment les petites radios
qui ont aidé à ce succès-là. Ouais. C'est vrai, je me souviens avoir reçu Fred plusieurs fois, et puis on en classait. Et puis après, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Soft en Guadeloupe, et puis subitement, la percée en France. Subitement, non. Enfin, je veux dire, dans la suite, dans le prolongement. Oui, c'est ça. Mais enfin, pour nous, c'est d'abord important de l'implanter en Guadeloupe et en Martinique, parce que Soft est aussi un succès en Martinique. Ouais. Voilà. Et donc, le premier album a vraiment cartonné, on peut le dire maintenant. Oui, on peut le dire, ouais. Et pourtant, alors, la base musicale de Soft, c'est de l'acoustique, mais je sais que Fred est un fanat du goka, de la musique traditionnelle, et il n'ignore pas ses racines. Ah non, c'est même la base de tout son travail, de leur travail d'ailleurs, parce que Soft, c'est quand même 3 personnes, enfin 4 au début et 3 aujourd'hui. Ouais. Et manager un groupe comme ça, c'est compliqué parce que, bon, on va le dire, Fred est un universitaire, entre guillemets, c'est une grosse tête. Et puis à côté, il y a des musiciens qui, eux aussi, qui ont leur personnalité. On pense à Didier Juste, par exemple, Sadi Cadet, etc. Alors, vous, en tant que manager, responsable de la com, comment vous travaillez avec eux, honnêtement? Alors, au début, d'abord, le groupe n'est pas un groupe professionnel. Professionnel, il ne vit pas que de ça, comme vous venez de le dire. Donc, les 2 seuls professionnels, c'était effectivement Didier Juste et moi, du groupe. Voilà. Donc, on essaye d'intercaler les prestations dans les moments de liberté des uns et des autres. Oui, c'est vrai que c'est pas facile à et pas de problème d'ego dans ce genre de groupe? Parce que je sais que dans tous les groupes, dans tous les groupes. Enfin, de toute façon, les artistes qui n'ont pas d'ego, ils ont du mal à monter sur scène. Donc, c'est quand même ça le principe. Je reviens vers Oni, on reparle de l'info avant la chronique de Louis. Alors, Oni Nabal, ce qui nous intéresse aussi c'est de parler de l'information au quotidien, parce qu'en fait, la télévision en Guadeloupe, aujourd'hui, nous sommes dans un système où multi-chaînes, où il y a je ne sais plus combien de canaux qui diffusent de l'information mondiale, et dans cette information mondiale, il faut trouver sa place pour l'information quotidienne. Je me souviens de l'expérience de la Une. Alors, est-ce que les recettes de la Une fonctionnent bien à GTV aujourd'hui? Les recettes de la Une ne sont pas forcément celles de GTV. GTV a ses recettes. Nous sommes en train de mettre en place une formule, on va dire, au niveau de l'info. C'est vrai que la difficulté dans le paysage audiovisuel et particulièrement en télé, c'est de se faire une place et de trouver une originalité. Faire de l'info, certes, l'actualité s'impose à nous et nous la couvrons, ce qui est normal, mais je pense que c'est aussi à nous de proposer autre chose que la simple actualité. Notre point de vue au niveau de GTV, je pense que c'était aussi le point de vue au niveau de la Une Guadeloupe, même si les choses n'ont pas été développées forcément dans ce sens-là, ou en tout cas peut-être plus à la fin qu'au début, c'est de dire qu'il faut montrer aux Guadeloupéens la Guadeloupe. Il faut montrer ce qui se passe chez nous. Il faut s'intéresser aux problématiques qui concernent la France, l'Hexagone et le reste du monde, mais il faut aussi surtout s'intéresser aux problématiques qui concernent la Guadeloupe. La difficulté est de pouvoir au quotidien jongler entre l'actualité qui s'impose à nous et des choses que nous voulons montrer et qui ne sont pas forcément des choses qui font l'actualité. Voilà, donc la recette, c'est de trouver un peu l'équilibre entre la pure actualité, c'est-à-dire le social, la chose politique, les faits divers, et en même temps montrer des initiatives, montrer des choses qui se font, montrer pas que des choses négatives et pas que les faits divers, mais montrer aussi qu'il y a des choses positives qui se font. C'est pas forcément évident. Alors, je prends le cas de ce qu'on a connu. C'était au départ, il y a quelques années, ça a fait recette ici, le 6 minutes de la Une, qui était un peu le 6 minutes de M6. M6 oui. Alors, est-ce que cette formule-là, aujourd'hui, il faut la prolonger, ou bien aujourd'hui, il faut passer au JT carré avec un présentateur comme ça se fait un peu partout? On fait beaucoup plus original maintenant que le JT où le présentateur est derrière une table en train de lancer des sujets. Donc je pense que la formule existe, elle est exploitée ailleurs, elle est exploitée chez nos confrères du Monde Bernard, donc c'est pas forcément... Même ici d'ailleurs aussi. Même ici aussi. C'est pas forcément la formule que nous allons retenir. Pour l'instant, notre journal est un tout image, comme celui qui existait à M6, comme celui qui existait à la Guadeloupe. Les choses vont évoluer, mais pas forcément dans le sens systématiquement d'un présentateur derrière une table en train de lancer des sujets. Oui, c'est une formule que vous n'aimez pas. C'est pas une formule qu'on n'avait pas retenue, on va dire. C'est une formule qu'on ne va pas forcément retenir, non. Oui. Et donc, ça aussi, alors l'autre sujet
qui revient souvent quand je reçois des journalistes ici, c'est le rapport avec la politique, parce qu'on est dans une situation politique permanente en Guadeloupe. On a vu ce qui s'est passé hier, tout à l'heure Louis va en parler dans son buzz. Comment vous gérez ça, le politique en Guadeloupe? Parce que bon, je vous dis les choses, parce que quand GTV est né, on a dit waouh, Télé Lurel. Alors, quand vous partez avec ça, un dossard Télé Lurel, comment on fait pour ne pas avoir un maillot Lurel à l'arrivée? J'avoue que je n'étais pas au départ. Je sais. C'est bien pour ça que vous je n'étais pas au départ. Et non, enfin, je n'étais pas au départ, mais indirectement j'y étais, puisque par le biais de l'agence. Cette idée que le politique influe sur ce qu'on fait ou interfère est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Je ne pense... Enfin, Télé Lurel, non. Clairement, non. Pas plus chez nous qu'à Canal 10 ou à Guadeloupe Première. Non, je pense que les politiques veulent intervenir. Ils veulent, à un certain moment, dire « Là, je ne suis pas d'accord. Là, je dis tel bitin qui pas appelé moi. » Je pense que ça se passe partout. Pas plus chez nous qu'ailleurs, et sincèrement, depuis que j'y suis, depuis que je suis à la rédaction en chef... Alors vous êtes là depuis décembre, c'est ça? Je suis là depuis décembre, depuis pas longtemps. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Ouais. En tout cas, je n'ai pas cette impression vous sentez de pression. Je le suis. Ouais. Je ne me sens pas simplement libre, je le suis. Il n'y a pas cette pression qu'on pourrait s'imaginer ou qu'on pouvait s'imaginer au début. On va attendre les législatives, après on en reparlera. Je pense que ça restera tel quel. Maintenant, l'influence des politiques, je ne pense pas que ce soit le fait que la collectivité régionale ait investi pour sauver l'outil Line Guadeloupe et sauver les emplois qui étaient liés à cette télévision-là, que cela veut dire... Le Guadeloupe a toujours dit qu'il ne se mêle pas des rédactions. Il l'a dit récemment encore. C'est le cas, il l'a rappelé. Il faut le cas. Maintenant, en général, et qu'ils aient investi, qu'ils n'aient pas investi, en général, les politiques veulent s'immiscer dans ce qui se passe dans les rédactions. Ils ne se privent pas pour appeler, pour dire que là, je ne suis pas d'accord, là, je dis invité qui va appeler moi. Mais non, il n'y a pas. Nous, on a une liberté de travail en rédaction. Je pense qu'on la gardera. On revient vers Pierre pour parler un petit peu de la musique acoustique, parce que aujourd'hui en Guadeloupe, alors, on a le zouk qui est là, on a le gouka qui est toujours là, moins la begin, mais enfin, et l'acoustique. Alors, est-ce que vous sentez, par rapport à il y a 5 ans, 6 ans, que l'acoustique a pris sa place ou au contraire, elle est en perte de vitesse? C'est la question que je vous pose. Alors, oui, l'acoustique a pris sa place, mais pas seulement. Enfin, le retour du live, parce qu'au moment où Soft arrive, on est dans une période où le live est en train de disparaître. Il y a de moins en moins de live. Oui. Il y a, bon. Sauf Soft. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin, on a l'impression qu'ils ont quand même relancé l'acoustique a permis de relancer un petit peu le live, hein, parce qu'en fait Soft on peut pas imaginer Soft en playback, c'est inimaginable ça. Non, c'est inimaginable. Ouais. Et donc je reviens à ça, pourquoi? Parce que quand vous allez en France, vous allez dans des salles prestigieuses où on ne parle pas créole, on ne parle pas créole en bas là. Qui gens ont fait musique à ça passer en bas là? Qui ont réussi à faire musique à ça passer en bas là? Alors d'abord, c'est le relais des gens qui sont ici. Ouais. Parce que la première fois que Soft va en France, c'est pour aller à la Cigale. Ouais. Donc c'est quand même un gros pari. L'album d'ailleurs n'est même pas sorti en France à ce moment-là. Ouais. Donc le premier relais, ce sont... C'est le bouche à oreille? Oui, le bouche à oreille. Ou l'internet, comme on dit? Oui, non, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est des Guadeloupéens et des Martiniquais qui disent aux gens qui sont là-bas, allez voir ce groupe. Ouais. C'est d'abord ça. Et le public. Et la surprise, c'est quand on arrive, il y a la queue sur le boulevard. Ouais. Et le public, il est uniquement antillais ou bien alors il est composé? Sur les premières prestations, oui. Oui, il est presque essentiellement antillais, oui. Ouais. Pourtant, on entend Soft sur France Inter. Ça vient après. Ouais. Ça à quel moment ça arrive, ça? Un petit peu après, environ 6 mois après. 6 mois après. Oui. Ouais. Et les radios françaises commencent à programmer Soft, comme ils l'ont fait un petit peu pour Akio et Wukoumi il y a quelques années, et découvrent ce style musical. Oui, alors évidemment, ils ont des a priori. Ils s'attendent évidemment. Ils ont une idée préconçue de ce qu'est la musique guadeloupéenne. Ouais. Et effectivement, quand on leur dit, parce que évidemment la question qui revient souvent pour eux, c'est quoi votre style de musique? C'est quoi? C'est du zouk? C'est l'une des réponses des artistes, c'est de dire c'est de la musique guadeloupéenne. Ouais. C'est de la musique guadeloupéenne.
Ok. Alors, on quitte un petit moment la musique et le journalisme, on se tourne vers Louis-Guy. Louis-Guy, bonsoir. Bonsoir. Alors, Louis-Guy fait chaque semaine sa revue, on va dire, sa revue du net. Alors, quand vous trouvez si maintenant ça, que j'invite à adhérer à ce net là. Alors, avant de répondre à cette revue-là, puisque nous avons parlé de musique et de soft, nous avons parlé d'acoustique là, c'est soft rivé en tant que doit rivé, puisqu'en fait, musique Guadeloupe n'a pas changé. C'est les instruments fondamentaux qu'il a, c'est Kala, c'est guitare, c'est musicien qui a fait voix, qui a fait Begin, qui a fait Zouk, qui a fait cadence rampa, auto-sauvé, qui au moment de disparaître pour les nécessités de la production aussi. Faut voir qu'à un moment là, Zouk a commencé à marcher bien. Nous rentrons dans une phase industrielle de production de musique là, donc ça marchait pendant un temps, et puis après ça, là arrivé en Boutassic là, la Cassave qui est le fer de lance quand Jean baissé aussi, mais c'est normal que des groupes soft arrivés parce qu'ils ont présenté musique Guadeloupe, et puis surtout une autre dimension qui est importante, c'est les textes. Soft, mais on travaille sur les textes qui étaient presque disparaître depuis au moins 15 ans en Guadeloupe. Ouais. Par rapport à ta production industrielle à Zoukla, qui était qu'à parler de doudou, de saucer, de ceci, de cela, et de chirer, là il s'agit de amuser. Et Soft Kavin, en même dynamique que Dominique Coco, à son écriture. Et ainsi les fondamentaux, c'est 3 musiciens, on chantait, qui a chanté, qui a produit une musique qui universelle, c'est-à-dire qu'on peut écouter en Guadeloupe, qu'on peut écouter à Paris, qu'on peut écouter à Tokyo, qu'on peut écouter à New York, parce que c'est musique fondamentale. Quoi. Alors moi, je crois que ça m'a raconté un petit épisode, une fois, sauf que présenté, c'était une musique, un film à Eugène Balsi, à l'Archipel, et puis au moment, il a chanté Crime contre la Guadeloupe. Et devant l'URL, en radio, en vrai, il aimait musique, sûrement, mais texte la chanson à l'époque, il raide, il faut dire. Et on sentit l'URL Biggie dit. Mais enfin, ça c'était pour l'anecdote. Nous allons revenir à la chronique. Alors, pour la chronique, cette semaine, il s'est passé un certain nombre de choses sur la planète, mais on a eu droit quand même à une leçon de communication politique, si on peut dire ça comme ça, lancée par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui a lancé une polémique à la fin de la semaine dernière concernant donc les civilisations qui ne se valeraient pas, supérieures, inférieures. Et donc voilà, donc cette semaine, la chronique tourne essentiellement autour de ça, pour ne pas dire qu'autour de ça. Et ça fait le buzz, il faut le dire. Ça continue toujours. Ça continue, oui. Ce n'est pas encore terminé, tout le monde réagit. Donc une petite chronique qui fait un petit tour d'horizon des réactions autour de ça, quoi. On écoute. Cette semaine, nous commencerons et nous nous arrêterons à l'affaire Guéant qui, en cours de semaine, s'est transformée en affaire Letchimy. 3 mois avant les élections présidentielles en France, les polémiques montent d'un cran. Le Monde.fr du 5 février 2012 titre « Claude Guéant persiste et réaffirme que toutes les cultures ne se valent pas ». En référence à un discours tenu donc la veille, le samedi 4 février, lors d'un colloque organisé par l'association étudiante de droite, l'UNI, à l'Assemblée nationale. Je cite donc Claude Guéant sur France Inter: « Toutes les civilisations, toutes les pratiques, toutes les cultures au regard de nos principes républicains ne se valent pas ». Propos qui ont bien sûr amené une cascade de réactions, dont celle de Serge Letchimy le 7 février. 20minutes.fr titre alors « Le piège tendu par Guéant s'est-il refermé sur le PS ?» avec un gros point d'interrogation. Serge Letchimy déclare: vous, monsieur Guéant, vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance au camp de concentration. 20 minutes se pose des questions sur le match médiatique qui oppose actuellement l'UMP au PS. Et Bernard Cazeneuve, un des porte-parole de François Hollande, concède que le ministre a gagné sur le plan médiatique, selon 20 minutes. Il déclare, entre guillemets, personne au PS ne pense que quiconque au gouvernement ait des accointrances avec l'idéologie nazie. Continue-t-il donc, il continue en rajoutant que, et c'est là où ça devient intéressant, que Serge Letchimy, bouillant député de la Martinique, fils spirituel d'Aimé Césaire, qui se présente comme un enfant de l'esclavage et de la colonisation, est un ultramarin qui a pu se sentir blessé par les propos du ministre en raison de sa sensibilité, comme de nombreux autres concitoyens. Bernard Cazeneuve a peut-être raison lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de nazis au gouvernement, mais on peut s'interroger sur sa vision des ultramarins, entre guillemets, au sang bouillant,
incapables de se contrôler du fait de leur sensibilité, toujours entre guillemets, naturelle, voire génétique. En gros, Letchimy a dérapé parce qu'il est chaud et sensible, qualité ou défaut des ultramarins, en particulier les ultramarins mélanodermes. Bien sûr, la polémique continue chez ces mêmes ultramarins sensibles, les présidents de région de la Caraïbe refusant de recevoir Guion lors de son prochain voyage. Une petite note discordante quand même, Marilus Pinchard, qui, selon la dépêche de Tahiti, affirme que les propos de Serge Letchimy sont inacceptables. Il révèle de la provocation indécente. Donc on a trouvé donc sur la dépêche de Tahiti.fr. D'autres réactions sur Bondamant Jacques et autres sites de la blogosphère locale. Et voilà, pour finir ce soir, justement revenons au blogdumonde.fr où on trouve un excellent dossier sur les droites extrêmes en France, l'UNI en particulier. Vous y trouverez des données sur le lien et l'historique des organisations d'extrême droite en France. Ça se trouve, cela fait 5 ans que l'extrême droite est au pouvoir en France. Visiblement, on a eu un petit problème de son, alors oui, Guy, en résumé ça un peu. En résumé, donc effectivement, déclaration de Claude Guéant à la fin du week-end dernier, une première réaction sur les médias pendant le week-end. Le lundi, sortie de Serge Letchimy sur le sujet, puisque le matin, Claude Guéant remet une couche sur Canal+. Et donc il fait sa réaction sur que le fait que Claude Guéant mènerait, enfin les membres du gouvernement développent des idées qui amènent de plus en plus vers les idéologies qui ont créé les camps de concentration, donc référence au nazisme, donc réaction de l'UMP, d'un certain nombre de personnes. Et moi, ce que j'ai noté particulièrement, c'est plutôt la réaction du porte-parole de François Hollande, qui fait une petite phrase qui a l'air anodine, mais il parle de la sensibilité de Serge Letchimy. Alors, il nous dit en résumé que si Serge Letchimy est tombé dans le piège, c'est parce qu'il est descendant d'esclaves, ancien colonisé, et qu'il a une sensibilité à fleur de peau. Donc, on retourne dans les discours datant de l'époque de Léopold Sédar Senghor sur la raison hélène et la sensibilité africaine. L'émotion est nègre. Alors je me posais la question de savoir qui est le plus de droite, hein. Est-ce le Parti Socialiste, est-ce l'UMP et puis bon, on finit sur les renseignements qui sont apportés, puisque finalement la seconde déclaration est faite dans un contexte particulier. Elle se fait face à l'UNI, donc une organisation d'extrême droite. D'étudiants d'extrême droite. Oui. Voilà, et organisation qui a été montée en 1969 suite à les affaires de 68, donc qui est une organisation quand même assez instrumentalisée, dans laquelle on a retrouvé des agents secrets, on a croisé Focard, donc il y a tout un développement à faire à l'entour de ça, et donc il faut poser la question de savoir qui de l'UMP est fort, enfin qui de l'UMP ou du Parti Socialiste est fort en communication politique. Effectivement, le piège était très bien tendu, hein. Hollande a fait ce qu'il fallait pour ne pas réagir. Letchimy réagit, ça peut arriver, dans notre contexte local c'est tout à fait normal. La réponse justificative du PS est un peu particulière, hein. On recadre Serge Letchimy dans sa situation d'ultramarin, le terme revient assez régulièrement, entre ultramarin, moi j'ai rajouté mélanoderme, hein, donc qui est peut-être trop sensible pour comprendre et ne pas tomber dans le piège. Et bon, une petite note pour finir où on rajoute que Marilus Pinchard est la seule à avoir une voix discordante dans la zone Caraïbe, puisque les présidents de région de Martinique et de Guadeloupe ont refusé donc de recevoir Claude Guéant lors de son prochain voyage. Et Marilus Pinchard dit, elle, par contre, que c'est tout à fait inadmissible que Serge Letchimy réagisse comme ça, c'est un scandale. Donc, information. Bernier aussi est allé dans le même sens. Hein. Rouni, alors comment vous avez suivi ça à la une? Merci, Loudi. À GTV. Ah, GTV, oh là là, le lapsus qui révèle. Oui. À GTV. Non, nous avons suivi cette actualité-là comme un peu tout le monde. Et au niveau de l'antenne, par le biais du relais de BFM, nous avons largement diffusé l'intervention de Serge Letchimy et les réactions. Nous avons aussi dans notre journal local traité l'information en donnant un peu les positions
des élus de Guadeloupe. Parce que, comme je le disais, l'actualité guadeloupéenne est avant tout celle qui nous intéresse, mais celle-là aussi nous intéressait. Donc nous l'avons aussi traitée dans notre journal télévisé. Alors il faut dire, oui, on termine avec ce chapitre, c'est que au même moment, le hasard fait souvent bien les choses. Comment elle s'appelle, Marine Le Pen était à La Réunion, où elle se faisait pratiquement conspuer. Elle est même restée une journée de plus là-bas à cause de la grève des forces. Je dis ça parce que la correspondante de CCN là-bas à La Réunion nous disait que ça a été très 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 chaud pour Marine Le Pen, qui ne viendra pas en Guadeloupe d'ailleurs, hein. Ni en Guadeloupe ni en Martinique, parce qu'ils savent que ça a été terminé. On se souvient en 1997 quand son père était arrivé, enfin il n'était jamais arrivé. Il va te rentrer. On revient à des choses plus calmes, à la musique. Alors, 2 petits mots avant d'écouter le clip, puisque Pierre Samba nous a emmené aussi de la musique. On va pour la première fois dans la presse, Pierre, vraiment vous inaugurez un nouveau genre, parce que ce soir-là, nous écoutons de la musique. Début de Soft. Aujourd'hui, est-ce que Soft, c'est un groupe qui est installé, on peut dire, dans le paysage musical? J'ai envie de dire antillais, mais c'est un peu plus loin. Est-ce que l'expérience a déjà été essayée dans d'autres pays que Guadeloupe, Martinique et France? Bon, alors, installé, on n'est jamais installé. Non, on est si, quand même. Kassav est installé, quand même. Mais il n'y en a qu'un. Oui. Kassav, il n'y en a qu'un. Ouais. Il aurait fallu qu'il y en ait plusieurs, mais il n'y en a qu'un. D'ailleurs, c'est un de mes exemples, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est un de mes exemples, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, aujourd'hui, quelle va être... Alors, l'actualité de Soft aujourd'hui, c'est, il faut le dire, c'est ça. Absolument, c'est l'album de Fred Day. Alors, 2 petits mots quand même. Oui. Alors, le petit mot, c'est que... Alors, j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, ça veut dire que... » Le groupe est pété. Le groupe là, mort. Il mort, alors, non. Alors, c'est bien que j'ai l'antenne là pour dire « Non, le groupe n'est pas mort du tout. » Je dis que quand les artistes de Kassav ont sorti leur album solo, enfin, moi, je ne me souviens pas, mais dit à ce moment-là « Ah, Kassav là, mort. » Et là, c'est un peu le même principe. Il y a que le prochain album après Fred, je peux déjà le dire, c'est pas un secret, c'est l'album de Philippe Sadi-Calais. Et il y aura aussi un album de Joël La Rochelle. Voilà. Avant d'avoir... Ça, c'est de la com, ça. Hein. C'est de la com musicale, il faut le dire, Léo. C'est d'abord de la musique. Hein, c'est de la musique, mais enfin, je veux dire, du point de vue marketing, c'est des bons coups. Oui, enfin, sauf que le principe, c'était pas de faire un coup marketing. Hein. C'était bien de montrer que ces 3 artistes composent... On leur sensibilité aussi. Absolument. Et qu'à la sortie des 3 albums solo, il y aura un nouveau Soft. Et là, tout le monde pourra effectivement constater que l'addition des 3... Donc, le prochain album solo de Soft, c'est dans au moins 4 ans. Si je comprends bien. Non. Non? Allez, un petit secret. Mais c'est l'année prochaine. L'année prochaine, déjà, il est en route. Ok. Alors, on va... Oui, un petit mot. C'est le même modèle qui Kassav. C'est-à-dire que là, on est le musicien sérieux dans un groupe, on a fait un album à un groupe là, et chaque monde a fait l'album à donc, pas de secret. Ça va marcher. Ça a été éprouvé. Avant d'écouter, de voir un clip de Soft, un petit mot quand même sur quelqu'un que vous connaissez bien, Patrice Sudman, qui marche bien aussi. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a du samba dans l'air. Donc, il y a de la bonne musique dans l'air. Il y a de la bonne musique dans l'air. Oui, il y a de la bonne musique. Oui. Grand artiste, mais bon, je ne vais pas apprendre aux gens qui est Patrice Sudman. Son album était attendu, effectivement, même si, contrairement à ce qu'on pense, les ventes ne sont pas encore au rendez-vous. Ah bon? On espère que ça finira par l'être, mais pour l'instant... Il marche mieux en live quand... Absolument. Donc c'est curieux, ça. C'est peut-être dû à... La conjoncture? Oui, peut-être. On verra. Et puis à la multiplication de demandes, puisque s'il y a moins de demandes dans le style de Fred ou de Soft, il y a quand même beaucoup plus de demandes, de possibilités d'avoir... Dans le zouk, il y a plus de demandes. Alors, on va se faire un petit plaisir, regarder un clip de Soft, et puis après, on retrouve la revue de la presse. Moi, je suis un entier, il ne veut pas me dire que je suis un Français ou quoi. Je suis français, point barre sur les papiers. En France et tout, on sent pas notre place. Pour eux, je suis pas chez moi. Et quand je vais là-bas, pour eux, je suis pas chez moi non plus. Donc, je suis quoi alors? C'est sûr que dans les deux côtés, quelque part, tu te sens rejeté. Partout étranger.
Délier les poings, délier les pieds, déchaîner la langue, tout ça ne sert à rien. Si tu es paumé, partout étranger, partout étranger. Maçon qu'on avale, ou peut pas brûler Vaval, ou c'est maçon qui aille, ou c'est maçon qui est à vous. Tout étranger, à tout étranger. Chut, faut pas le dire, chut. Oulélélé, chut. Oulélélé, chut. Oulélélé, chut. Oulélélé, chut. À qui ressembler? Pas à ton père. Pourquoi? Pas à ta mère. Ah. Alors à qui? Alors à quoi? À tout étranger. À tout étranger. À tout étranger. Chut, faut pas le dire. Chut, chut. Oulélélé. 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 Déraciné, perdu, mal transporté, déçu, déraciné, perdu. Chut, faut pas dire, faut pas dire, chut. Maçon qu'on a partout étranger. C'est trop facile pour les Européens de considérer qu'il y a deux choses. Il y a les civilisés et puis les sauvages. Toi, qu'est-ce que tu es, un sauvage? Ben oui, mais le sauvage t'emmerde. Ben voilà, retour sur le plateau de C'est dans la presse numéro 16. C'est dans la presse, mais c'est de la presse effectivement. Bonsoir Florence. Bonsoir Danick. Quoi de neuf cette semaine dans la presse Le Vivre Ensemble est abordé? Complètement. On va commencer par l'hebdomadaire guadeloupéen Progrès Social, où Jocelyn Durizo soulève une vraie question de fond. Dans son papier intitulé France métissée, à quoi sert l'identité nationale, où il dénonce une nouvelle forme d'intégrisme qui ne tient pas compte du nouveau visage qu'a aujourd'hui la France, et en déclarant, je cite, « Tous les intégristes n'appartiennent pas à l'islam. Il y en a partout et de tout genre, au sommet de l'État, dans nos collectivités, dans les partis politiques, dans les entreprises, dans les médias, dans les familles, dans la rue. » Fin de citation. Pour Jocelyn Durizo, à l'heure d'une France multiculturelle et métissée, la question de l'identité nationale telle que l'abordent Sarkozy et Le Pen n'ont plus lieu d'être. Aux yeux du journaliste, ce n'est juste qu'un fonds de commerce de leur politique. Autre citation qui m'a interpellée, sont enfermés dans la France éternelle close, hermétique aux réalités des Outre-mer, hermétique aux apports des Français issus de l'immigration de l'après-guerre et des ex-colonies. Fin de citation. Donc c'est une analyse très fine du journaliste autour de ce sujet qui déchaîne les passions, surtout à chaque présidentielle. Et la transition est toute faite pour parler des pays arabes. Et oui, Danick, mais là, Nouvel Observateur a mis l'accent sur l'histoire passionnante des Arabes dans un hors-série intitulé « Les Arabes, le prodigieux destin du peuple du désert » qui nous décrit une civilisation prospère, en avance sur son temps à l'origine.
Ce dossier spécial explique également ce qui a uni et ce qui a divisé le monde arabe. Vous aurez aussi en détail les multiples défis de cette civilisation, à savoir la charia, le conflit israélo-palestinien, mais aussi la place des femmes dans ces sociétés. J'ai trouvé vraiment ce numéro très enrichissant, car j'ai réalisé à quel point beaucoup d'entre nous sommes ignorants de ce qu'est vraiment le monde arabe et de ce fait, la religion musulmane. Et croyez-moi, l'Occident a aussi un rôle important à jouer dans ce défi. Et la religion arabe, musulmane, ça vous tente? On parle beaucoup d'histoire, on en a appris cette semaine aussi, Florence. Ah oui, alors je vais vous parler de la couverture du Point intitulée « Le complot nazi » avec une photo d'Hitler et de Himmler. Donc c'est un dossier réalisé par François-Guillaume Laurin. Donc à l'occasion de la publication de l'ouvrage Révélation de Laurent Braillard, Auschwitz, enquête sur un complot nazi, le débat est relancé entre les historiens au sujet du curseur qui a déclenché l'extermination de 5,9 millions de juifs, mais aussi un épisode qui ravive les blessures des 250 survivants des camps encore en vie, dont les journalistes du Point nous ont recueilli les témoignages. Donc à travers cette nouvelle polémique autour de la Shoah, les journalistes du Point nous font le retour sur un sujet qui reste encore sensible en France à découvrir dans ce dossier spécial. Alors donc on reparle de l'idéologie d'Hitler en fait. Eh bien malheureusement oui, puisque dans certains pays, puisque dans Paris Match de cette semaine, l'envoyé spécial en Hongrie Alfred de Montesquieu, dans son reportage intitulé « Épidémie de peste brune », nous interpelle sur la recrudescence du nazisme dans certains pays de l'Est. Pas seulement les pays de l'Est. Hein. Ouais, bon. Le journaliste a été à la rencontre de ces milices super entraînées qui ont pris pour cible les Roms en procédant à des expéditions d'une extrême violence sans que la police hongroise n'intervienne. Le journaliste de Paris Match nous signale que la référence à Hitler n'est pas tabou. Jetons un coup d'œil de plus près sur cette photo signée Lizzie Sadin, où le journaliste qui a rencontré cet homme tatoué déclare, je cite, « L'envers est bien pire que l'endroit. Si Hitler est sur son cœur entouré de squelettes, il affiche le Führer sur son vaste dos à côté de crânes de victimes de camps de la mort. » Fin de citation. Cela m'a fait froid dans le dos, c'est le cas de le dire. Plus de détails sur ce macabre retour en arrière dans l'article. On revient en Guadeloupe et sur les législatives. Alors ça commence? Alors si elle n'a pas vraiment débuté, je vous signale que Marie-Luce Panchard, ministre des DOM, commence sa tournée en multipliant les déplacements. Le directeur du Progrès social, Jean-Claude Rode, l'aurait aperçu dans son article « Inauguration de l'ADOM par Marie-Luce Panchard ». Pour le journaliste, c'est juste une stratégie de communication pour préparer le terrain pour les élections législatives. Le journaliste Jacques Dancal de l'hebdomadaire guadeloupéen Nouvelle Semaine soutient aussi ce propos dans l'article « La saison 2012 de Marie-Luce », illustré par une caricature qui franchement ne fera pas plaisir à tout le monde, où l'on voit Marie-Luce Panchard aux côtés de sa mère, Lucette Michaud-Chevry, en train de parader avec les hommes au masque de singe du carnaval. Marie-Luce Panchard dit à sa mère, je cite, « Pourquoi on a des instruments carrés ?» Lucette Michaud-Chevry répond, « C'est pour qu'on nous voit. » Fin de citation. Saviez-vous que Victorin Lurel est aussi dans la course aux législatives? Dans un minuscule paragraphe de Nouvelle Semaine intitulé « Lurel déjà en campagne », l'article sous-entend également que Harry Chalus se présentera. Alors on termine avec le LKP? Oui, alors c'est à la une du magazine Le Progrès social. Souvenez-vous, nous l'avons reçu il y a 2 semaines de cela. Je veux parler d'Élie Domota, qui est en couverture de l'hebdomadaire guadeloupéen intitulé « Que peut encore le LKP ?» où l'auteur, Axel Collangian-Diamant, fait une rétrospective de ce mouvement. Alors, échec ou réussite? Ce dossier mérite le coup d'œil. En Guadeloupe, on tente de s'organiser autour de la crise, finalement. Oui, je ne vous apprendrai pas que le journaliste Jacques Dancal, dans Nouvelle Semaine, nous annonce une bonne nouvelle dans son article intitulé « La Guadeloupe, bientôt membre de l'OECS », c'est-à-dire l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, qui donnera, espère le journaliste, de nouvelles perspectives en termes de libre-échange, mais aussi de circulation des personnes entre les pays membres. Toujours dans Nouvelle Semaine et encore sous la signature de Jacques Dancal, l'article « Willy Angel pense la Guadeloupe du futur »
Le journaliste nous fait découvrir la vision optimiste du président du MEDEF, mais sous certaines conditions, donc c'est-à-dire mettre en avant le véritable potentiel de la Guadeloupe, à savoir le tourisme et l'environnement pour sauver l'économie de l'île. Il y a une remarque qui m'a particulièrement alarmée, je cite, « Nous en sommes à 500 000 touristes alors que nous avons un potentiel de 2 millions de visiteurs. » Fin de citation. En quelques lignes, on se rend vite compte qu'il faut passer à l'action et vite. Donc cette semaine, Nouvelle Étincelle met à l'honneur l'initiative des chefs d'entreprise guadeloupéens qui tentent de passer à des actions concrètes dans l'éditorial de Christian Céleste titré « L'année internationale des coopératives », mais également développé par Luis Alvarez dans les coopératives des entreprises pour un monde meilleur. Alors, comme d'habitude, on va terminer par France Antilles d'aujourd'hui. Alors, on a parlé tout à l'heure du vivre ensemble, de l'identité nationale, du nazisme, etc. D'ailleurs, Luigi nous en a parlé tout à l'heure. Eh bien, nous avons là un gros titre qui ne fait qu'enfoncer le clou, intitulé « Lurel et Gillot boycottent Guéant », une polémique autour du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui aurait, samedi dernier, devant une assemblée d'étudiants, déclaré, je cite, « Toutes les civilisations ne se valent pas ». Fin de citation. Voilà. Donc, plus de détails dans cet article. Bien. Ben, merci Florence pour la revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine, mais ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. J'ai des questions pour Ronnie Nabal. Alors, de quelle manière GTV compte couvrir les élections présidentielles et les élections législatives en Guadeloupe? Bonne question à laquelle je ne répondrai pas ce soir, pour une raison simple, c'est que nous sommes en train de mettre en place les choses. On le disait avec Danick, je suis à la rédaction en chef de GTV depuis décembre. On travaille sur un certain nombre de choses, on sera présent. On est en train de mettre en place des choses, on est en discussion sur des choses sur lesquelles je ne peux malheureusement pas communiquer. D'accord, c'est secret. Mais on sera bien évidemment présent. En ce qui concerne les législatives, en ce qui concerne les élections présidentielles françaises également, puisque nous avons notre relais avec BFM, mais on sera présent pour les législatives. D'accord, très bien. Et donc pour Monsieur Pierre Samba, chargé le manager du groupe Soft, donc pensez-vous que le bouche à oreille et Internet ont eu un rôle à jouer dans votre succès? Oui, très important. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, le succès de Soft, c'est d'abord le succès du public. Et c'est lui qui a relayé et qui nous a donné les moyens de nous faire connaître auprès du public, de tous les publics d'ailleurs. D'accord. Une dernière question, après j'arrête. Est-ce que vous pensez subir les méfaits du téléchargement illégal? Alors, la Guadeloupe, beaucoup de gens en parlent, mais la Guadeloupe est dans une situation un peu particulière quand même. Oui. Du fait que tous les foyers ne sont pas équipés. Oui. Moi, j'entends pas beaucoup parler de ça, je vois beaucoup de gens qui veulent... Mais en fait, la réalité, c'est que tous les foyers guadeloupéens ne sont pas équipés d'Internet et d'ordinateurs. Donc, on est quand même... une des dernières régions en France qui vend encore du CD, malgré tout. D'accord. Bien, ben voilà, merci Florence. Moi, merci on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine revue de presse. Plaisir, avec plaisir. Autant de vidéos. Et on passe à la pub et on revient tout à l'heure avec Estelle pour sa revue, sa chronique pub. C'est l'heure de la pub. À tout à l'heure. Mais voilà, retour après la pub, on ne quitte pas la pub puisque je voulais annoncer tout à l'heure, nous allons avoir à partir d'aujourd'hui une chronique sur la pub avec Estelle qui inaugure donc sa première chronique sur la publicité. Vous allez chaque semaine décrypter un peu des campagnes de publicité et cette semaine vous avez choisi Dexter. Alors, donc voilà, donc bonsoir à tous. Bonsoir. Donc je suppose que vous êtes très nombreux à avoir remarqué la nouvelle campagne d'affichage de Canal+, présente un peu partout sous les bords de route de Guadeloupe, déclinée sous 3 visuels 4x3. Donc vous le savez,
Canal+, qui va entretenir son image de chaîne de cinéma, s'offre souvent le luxe de communiquer sur les films que la chaîne diffuse. C'est entre l'info et la campagne de notoriété, mais c'est la stratégie de Canal+. Et pour cette nouvelle campagne, Canal+ a choisi 3 cibles très différentes et donc 3 affiches. Donc, normalement, la première affiche, on devrait la voir. Voilà. Donc, la première affiche montre le visage du héros du film, Largo Winch. Là, c'est clair, on s'adresse à une cible de jeunes. Donc, on voit déjà un petit peu le genre BD, bande dessinée, aventure, etc. Largo Winch, c'est tout cela. Donc, on voit également l'acteur Thomas Sisley, qui est le Largo Winch du film. La seconde affiche montre 3 personnages dont le principal est au milieu de l'affiche. Le film se nomme Le Discours d'un roi, avec un bon casting quand même, Colin Firth, Helena Bonham Carter. Donc, Danick, vous l'avez déjà vu? Ouais, on va dire peut-être un peu. Je l'ai en tout cas en vidéo. Un peu. C'est vu ou pas? Pas vraiment. D'accord, pas vraiment. Ben, ce serait peut-être le moment de le voir. Je vais y penser. D'accord, donc on voit bien que c'est une cible un peu plus âgée. Ah, donc c'est pour ça qu'on me conseillait. Oui, tout à fait. D'accord. Puis la dernière affiche, c'est celle qui nous intéresse, qui parle de la série Dexter. Comme les 2 autres sont explicites, donc c'est sur cette dernière que nous allons nous arrêter ce soir. Dexter, c'est quoi ça? Ah, vous ne connaissez pas? Non. Quelqu'un autour de la table connaît au moins Dexter? C'est une série? C'est une série, oui. Non? Ah, je connais. Bon, ben, un petit rappel. C'est normal. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu Dexter, c'est une série créée par James Menoz Jr. En 2006 et diffusée en France depuis mai 2007 sur Canal+. Donc, cette série se déroule principalement en Floride et aux environs de Miami. Dexter est un expert en médecine légale et principalement en analyse de traces de sang pour la police. Donc, le soir, il change sa cape de défenseur de l'ordre pour celle de tueur en série. Ainsi, on pourra donc observer le rapport entre l'histoire de ce personnage et la conception du visuel de Canal+. Alors, quand vous voyez ce visuel-là qu'on a, quelles sont vos impressions, voilà, le visuel de Dexter? Donc, je pense que tout le monde ici est un petit peu surpris, intrigué par l'affiche. Je pense que toutes les personnes donc, se posent la question, mais on va dire, qu'est-ce qui en ressort de l'affiche un petit peu? Donc, on va regarder de plus près cette affiche. Il faut savoir qu'un visuel se lit avec un balayage oculaire dit Z. Z comme nos antagonistes? Non, Z, tout simplement. Donc, il est composé d'une accroche. Donc, ici, on peut lire dans la tête de page « Attention, serial killer très pratiquant ». Donc, à côté, à gauche, un pavé Dexter en exclusivité en marche sur Canal+. Donc, il y a 2 objectifs. Un objectif d'abord cognitif, c'est d'informer le lecteur, et conatif, d'inciter le lecteur à regarder la série. Donc, au centre de l'image, on voit un personnage qui a un petit rictus sous la bouche, qui est intriguant également. Puis, en bas à gauche, le logo de Canal+, qui fait également référence au logo, par exemple, du décodeur. Je pense que vous avez pu remarquer. D'accord? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est la nouvelle mode de Canal+. Voilà. Vous avez le lien. Donc, nous allons parler donc, des signifiants plastiques maintenant. Signifiants? Plastiques. Donc, les signifiants plastiques, ce sont les couleurs, les formes, les lumières qui composent le visuel. Donc, on observe donc, une prépondérance de la couleur blanche qu'on peut assimiler à la pureté, puisqu'on sait très bien que la couleur blanche fait référence à la pureté, tout ce qui est sain. L'innocence, oui, effectivement. On va aller savoir pourquoi. Je ne sais pas pour vous, mais quand je mets quelque chose de blanc, ça se salit plus. Donc, le noir, c'est une couleur qui ne se salit pas. Voilà, parfait. Vous savez de quoi on parle, je suppose. On observe également que cette couleur est également celle qui se trouve sous le personnage central. Donc, on peut donc supposer que cette couleur, bien que claire et effacée, a été réellement pensée et voulue par le concepteur de l'affiche. Donc, le contraste du rouge se fait sentir car moins étendu, il n'en est pas moins visible. Donc, cette couleur désigne la violence, le sang, la passion, mais également la vie. On observe également donc, que la croche et le pavé se trouvent sous des rectangles noirs, rectangles qui rappellent le logo Canal+, comme je le disais tout à l'heure. Bon. Pour mieux comprendre l'utilisation de cette affiche, nous allons analyser le personnage. Alors moi, je ne sais pas si justement vous êtes fan de la série, mais pour ma part, c'est intéressant. Donc on regarde le personnage, il a un regard lubrique,
un petit peu sournois, on va dire. Et le sang derrière sa tête forme en fait un crâne. Donc on peut penser que ça fait référence justement à la série. Donc on peut penser que c'est une cervelle qui a explosé aussi. On peut donc faire le lien avec son travail en tant qu'expert d'analyse de traces de sang, mais on peut également lui accorder une dimension religieuse. Est-ce que vous voyez laquelle? L'auréole. Ah, l'auréole. L'auréole, tout à fait. Bien vu, Florence. Qui fait, on va dire, qui contraste avec le blanc qui est lié à l'immaculé, qui est lié un petit peu à la propreté, etc. Et donc à l'idée de tueur en série. Donc ça contraste vraiment, on va dire qu'on voit vraiment les deux caractères de Dexter. Contradictoire. Voilà, contradictoire de Dexter. On peut également penser que ce sourire représente la complexité du personnage, le plaisir qu'il prend à tuer et le plaisir qu'il prend à savoir que personne ne le saura. Donc c'est un sourire sournois. Ça veut dire, ouais, ben, en cas de tuer Moon, mais pour Moon péché, ouais. Alors, pour conclure, Esther, sur cette affiche, cette campagne, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, elle est attrayante, hein, c'est une campagne qui est très attrayante. Toutefois, un petit bémol, bon, on peut se poser la question que si les personnes qui ne connaissent pas la série voient cette affiche, est-ce qu'elles seront vraiment intéressées, est-ce qu'elles seront incitées à regarder la série? Parce que l'affiche est un petit peu fade, un petit peu terne, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ouais, un peu tristounette. Hein. Un peu tristounette. Mais enfin, moi, pour ma part, bon, comme c'est vraiment la cible des jeunes, ça va. C'est quand même en relation avec la série. Donc voilà. Alors globalement, Estelle, si vous deviez noter cette affiche, cette campagne? Je lui donnerais 14. 14 parce qu'elle est en relation avec la série, puis que c'est quand même bien fait. Quand même. Des trois, est-ce que c'est la meilleure des affiches? Parce que vous avez parlé de trois affiches, l'affiche Largo Winch, le discours du roi et celle-là. On va dire que des trois, c'est l'affiche qui est la plus fade, la plus terne, mais c'est quand même celle qui surprend le plus. Donc pour moi, c'est la meilleure. Merci Esther, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur la pub. Et si vous ne savez pas, ben, c'est ça Largo Winch, le vrai. Vous connaissez ça en fait? Oui, j'ai connu. Vous avez vu? Quand vous étiez jeune? Oui, quand j'étais jeune. Merci Florence, qu'on retrouvera la semaine prochaine. On se retourne vers nos amis Pierre Samba et Ronnie Nabal. Ronnie Nabal, on va parler avec vous un petit peu de pub aussi, puisque, comme disait l'autre ici, télévision va marcher sans publicité. Alors, je sais que c'est pas évident aujourd'hui dans un contexte difficile pour GTV. Comment vous faites vous lancer sur un marché qui est compliqué, qui est pas évident. Se démarquer, proposer des choses différentes, proposer des choses qui vont intéresser le Guadeloupéen, c'est la recette. Il faut, quand on est dans un marché qui est restreint, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir proposer à des annonceurs des choses qui sont différentes, des choses dans lesquelles les gens se retrouvent pour qu'ils puissent, eux, se décider à communiquer. Ce n'est pas ma partie, je suis journaliste, mais vous y participez quand même, directement. J'y participe, et puis je pense que quand on est dans une télévision privée comme la nôtre, comme celle dans laquelle je suis aujourd'hui, tout le monde participe à l'essor de la télévision, l'information, le commercial, la communication. Donc on est mais ça ne suit pas sur votre rédaction? Du tout. Oui. Du tout. Ni les politiques, ni réservez-moi de la pub. Puisqu'on parle souvent justement de la pression politique. On s'est rendu compte qu'il y a aussi cette pression qui peut exister au niveau des annonceurs. On a eu des exemples d'annonceurs qui ont dit là vous couvrez telle chose, je ne suis plus d'accord, j'arrête ma campagne. Donc on parle souvent de la... C'est pas encore arrivé chez vous? Non. On n'en a pas beaucoup, d'une part, donc il n'y en a pas qui viennent nous dire comme je le disais tout à l'heure pour les politiques, faites ci ou faites pas ça. Donc voilà, nous, je pense qu'il s'agit de se démarquer, il s'agit de proposer des choses où le Guadeloupéen se voit pour que les gens puissent venir communiquer chez nous. Il n'est pas évident, on le disait, dans un marché restreint, de convaincre des annonceurs, mais c'est dans la qualité de ce qui est proposé que l'on fait la différence. Donc vous avez là, vous engagez un véritable, on va dire, match pour la pub? Nécessairement, parce que télé privée égale forcément recettes publicitaires. Il n'y a pas d'autre fonctionnement. La télé privée doit faire de la publicité
doit signer des contrats publicitaires, doit diffuser des messages publicitaires. On n'a pas le choix, de toute façon. Nous ne sommes pas... nous ne recevons pas chaque année un budget qui est voté et qui nous permet de fonctionner. Il faut que l'on puisse signer des contrats publicitaires. Donc oui, c'est une obligation chez nous, c'est une obligation à Canal 10, c'est une obligation dans les radios commerciales. Donc voilà. Pierre Samba, on parle de pub. On n'a jamais vu de campagne de type Canal Plus de 4x3 pour Soft, et pourtant le produit marche. Alors il y a un secret derrière. Non, il n'y a pas de secret. On va faire une veine dans non, d'abord, c'est une question de coût. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un certain coût. Quand même. Et puis pour que ce soit efficace, il faut en prendre beaucoup, parce que sinon ça passe presque inaperçu. Donc bon, c'est deux choses que Soft ne pouvait pas à l'époque s'offrir, que peut d'ailleurs toujours pas s'offrir, parce que Soft s'autofinance. Aussi bien pour ses productions que pour une partie de ses productions spectacles. C'est conseil aussi. Donc voilà. Mais c'est donc un choix ou une contrainte finalement. Vous n'avez pas réussi à faire de la pub grand spectacle, mais de l'autre côté, vous avez vos propres recettes quand même. Alors tout à l'heure, on parlait du bouche à oreille, vous répondiez à Florence, c'est le buzz. Oui, bien que... on ne peut pas parler vraiment de recettes. Il ne suffit pas de se dire, bah, tiens, je vais mettre 100 phases de 4x3 et ça va fonctionner. On a eu des exemples où certains... Ça ne fonctionne pas. Bon, ça ne fonctionne pas. Voilà, Mais pour moi, la pub, c'est d'abord le faire savoir. Donc, la question que je me pose, c'est les gens qui sont autour de moi, est-ce qu'effectivement, ils regardent ça? Je ne suis pas convaincu de l'efficacité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens, ils regardent vraiment ce type de campagne des 4x3? Vous pouvez analyser la pub? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, ils y font attention. Par contre, est-ce qu'ils font attention aux détails? Ça, je ne pense pas. C'est-à-dire que quelquefois, on passe près d'un 4x3, on le regarde rapidement, mais on ne fait pas attention, on ne regarde pas forcément ce qui est écrit, en fait. Donc, finalement, c'est à force de voir, à force de passer près, que finalement, peut-être qu'un jour, on va se dire, tiens, c'est quelque chose d'intéressant, donc pourquoi pas essayer d'aller plus loin? Voilà. Oui. Je ne sais pas si monsieur est d'accord. Pas vraiment, parce que c'est aussi lié au message, c'est-à-dire que la relation que les gens ont avec Soft est un peu spéciale, c'est vrai. Donc il faut garder cette proximité. Voilà. J'ai peur que si c'est trop, j'ai peur que ça éloigne les artistes de leur public. On peut dire que Soft, c'est un produit artisanal toujours, et vous le conservez comme le gardez comme définitivement. Oui. Donc au début, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas passer entre guillemets en major, c'est-à-dire avoir plus de moyens? Le problème, c'est qu'on s'est demandé, est-ce que le fait d'avoir plus de moyens, ça ne va pas changer aussi le produit? Bon, voilà. Aujourd'hui, la question, c'est peut-être de se dire que bon, c'est un truc qui est en Guadeloupe et qui doit rester en Guadeloupe. Alors, je ne sais pas si on va se flageller en vous posant cette question. Quel est votre rapport avec les médias? Parce que vous m'avez dit au début, vous êtes beaucoup appuyé sur, entre guillemets, j'aime pas tellement le mot, mais enfin les petits médias, les petites radios. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vous entrez, entre guillemets, dans les grands médias? Je parle aussi bien en Guadeloupe qu'autre part, en Martinique ou en France. Comment ça se passe? En ce qui concerne la Guadeloupe et la Martinique, c'est vrai que le succès de Soft permet au moins d'avoir une visibilité. Et puis l'oreille de ces gens-là. Parce que je ne vais pas en leur disant, il faut absolument que tu passes ça. Non, c'est une proposition d'abord qu'on fait. Et après, ça trouve sa place ou pas. Et vous préférez quoi, la radio ou la télévision? Parce que bon, on y est de la télévision, vous êtes à la télévision. Quel est pour vous le média le plus important pour un produit comme Soft? Pour tous les produits, à mon avis, le plus efficace, c'est quand même la télévision. Mais moi, mon cœur va plus vers la radio. Pourquoi? Je sais pas, c'est une question de génération, c'est une question de... Moi, je suis plus radio. Plus radio. Winnie, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que la radio et la musique sont intimement liées. On ne peut pas imaginer une radio sans musique, par exemple. On ne peut pas imaginer, ça existe, des radios sans musique, où il y a très peu de musique. C'est faux. Mais la radio, la musique est liée à la radio est liée à la musique. On peut entendre un titre de Fred Dehay 2, 3, 4 fois dans une journée en radio. Maintenant, la difficulté de la musique à la télé, c'est qu'il faut qu'il y ait un support, il faut qu'il y ait un clip. S'il n'y a pas de vidéoclip, voilà, on ne peut pas être diffusé. Et puis ça repose la question, quelle est sa place aujourd'hui? Quel type de magazine? Si on regarde sur ce qu'on nous propose là.
C'est pas facile. En dehors de ça, il y a des émissions qui existent, il y a peut-être des émissions culturelles, il y a peut-être des émissions de musique. On va voir des musiciens, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus évident pour le musicien, pour la musique, de fonctionner avec le média radio qu'avec le média télé, même si c'est vrai que l'exposition est différente et que l'exposition est plus grande en télé qu'en radio, mais c'est vrai que le média radio, c'est le média privilégié pour la musique. Alors Estelle, vous qui êtes une jeune de Florence, de jeunes, est-ce que sauf c'est votre style de musique, honnêtement, même si ça se pire là, il faut dire, hein. Est-ce que c'est une musique que vous n'écoutez jamais, que vous zappez, laissez pour papa et maman, ou alors est-ce que c'est une musique que vous écoutez comme ça de façon distraite? Bon, je n'écoute pas tellement soft, mais je Vous pense connaissez que quand même. je connais. Je pense qu'elle a vraiment sa place pour les personnes qui ont, on va dire, entre 40 et 50 Musique ans. de vieux. Enfin, pas de musique de vieux, hein, pas forcément. Mais c'est peut-être, ça dépend en fait des personnes. Il y a des personnes jeunes qui peuvent aimer des musiques un peu, on va dire, plus anciennes. Et mais je pense que ce sont quand même plus des personnes de 40-50 ans, non 40-50 ans, non, vous ne pensez pas? Florence? Alors moi, pour avoir écouté quelques chansons de soft, je trouve qu'elle touchera les gens aussi qui aiment le texte. Et je crois que il y a des... J'ai été très étonnée parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes et de plus en plus de jeunes s'accrochent au texte et au créole et voilà, ces choses-là. Et je pense qu'il y a... Soft à sa place, je pense, dans plusieurs générations de C'est une musique intergénérationnelle, comme on dit maintenant? C'est mon impression. Après, chacun ses goûts, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais moi, pour ma part, pour le peu que j'ai vu par rapport à Soft, je pense que leur musique peut toucher un bon nombre de personnes. Alors, Estelle, il va falloir vous mettre au Soft. Tu voulez vraiment être une vraie jeune. Je m'y mettrai, il n'y a pas de souci. Oui. Juste une question comme ça, vous écoutez Colobart? Non, pas vraiment. Non, pas du tout. Pas vraiment. Pas vraiment. Oui, alors, non, mais c'est important, Pierre, d'entendre un petit peu le point de vue de jeunes personnes qui sont aussi des auditeuses et des consommatrices de ce type de musique. Alors, est-ce que vous avez le sentiment quand vous allez en France, quand vous voyez les concerts, que le public de Soft, c'est un public de 40 et 50? Non, c'est vraiment un multigénérationnel. Il n'y a pas de problème. Mais ceci dit, ça m'intéresse parce que ça veut dire que il reste du travail à faire. Oui. Pour convaincre les jeunes, parce que c'est une clientèle où au niveau de réagir. Oui, non, mais enfin, mon point de vue, l'impression que c'est qui n'est plus 40-50 années. Je ne me sens pas particulièrement vieux. Non, je pense que le public, pour avoir vu, pour avoir eu la chance d'assister, pas à tout, mais à quelques concerts de Soft, le public n'est pas forcément un public de 40 ans et plus. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui viennent voir Soft, qui écoutent Soft à la radio, dans leur voiture. Dans une même famille, ils viennent ensemble. Non, le public de Soft est assez large. Moi j'ai vu des jeunes, Soft. Je confirme, au concert de Soft, j'ai vu des jeunes. Aussi jeunes que vous, Esther. Même plus jeunes. Non, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent Soft. Je pense que il y a la question du message, des textes. Il y a la musique aussi, puisque cette musique-là n'est pas faite que pour les vieux papis qui sont dans sur leur chaise longue. Cette musique-là est faite pour tout le monde et je pense qu'elle touche toutes les générations. Vous n'aimez pas le texte en fait, c'est ça? Non. Vous écoutez quoi la musique quand vous avez un CD? Rapidement, on va dire rapidement, mais bon, ça ne veut pas forcément dire. En général, ça ne veut pas forcément dire que je pense que c'est peut-être. J'ai dit 40-50 ans parce que c'est ce que je voyais tout de suite. Mais effectivement, peut-être qu'il y a des plus jeunes. Comme je dis, il y a des personnes qui aiment les rétros, il y a des personnes qui aiment les nouveautés. Tout dépend, en fait, comme disait Florence, du texte puis de la perception qu'on a de la musique également. Je pense que ce qu'il y a peut-être de particulier avec un groupe comme Soft ou l'album de Fred, c'est qu'on ne va pas forcément accrocher à la première écoute. C'est pas tout de suite, on va pas se dire j'ai écouté ça, tout de suite j'accroche. C'est à la deuxième, à la troisième écoute, pendant le temps d'écouter. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une musique qui demande le temps de l'attention.
l'attention. Alors, avant de se quitter, mais deux petits mots quand même à Pierre. Quelle va être l'actualité de Soft ou de Fred? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent? Soft, la promo de l'album est en cours, oui. Toujours. Donc oui, il y aura des concerts sans doute très bientôt, très vite. On va revoir. Alors là, nous, on revient de concert en fait. Hein. On est la semaine dernière, on était parti New Morning c'est maintenant, c'est vraiment votre salle familiale, entre guillemets. Non, mais j'attache une importance à faire passer les artistes avec qui je travaille dans des salles où je peux faire venir tous les publics. Ouais. Et pas seulement des publics où on me dit, oui, mais tu sais, cette salle-là, c'est sûr, les artistes vont venir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire venir tous les publics. Parce que quand je vais à l'extérieur, les Guadeloupéens et les Martiniquais, je les rencontre en Guadeloupe et en Martinique. Hein. Oui, bien sûr. Donc, à des moments différents, mais je les rencontre. Par contre, l'autre public est plus difficile à... Et l'une des solutions, c'est effectivement, à chaque fois, de choisir des salles qu'ils connaissent. Même s'ils ne connaissent pas le groupe, le fait qu'ils connaissent la salle, que ce soit la Cigale ou d'autres, on est passé à l'européen, enfin, à chaque fois, je choisis des salles qui sont... Et chaque fois, c'est le même succès. C'est le même public ou on a l'impression que vous élargissez votre public aujourd'hui? Mais là, je commence à constater qu'effectivement, le public devient un peu... Enfin, on va un peu plus loin. Oui. Dernier concert avant du New Morning, j'ai eu la surprise de voir des Allemands qui savaient que Soft passait par là et ils sont venus voir le concert. Donc ça m'intéresse. Et alors j'ai remarqué aussi, j'avais fait une petite recherche sur le net, la presse française commence à parler de Soft aussi. J'ai eu l'occasion de lire les articles, je ne sais pas si Libé ou dans Le Monde. Oui, Libé, Le Monde, le Nouvel Obs. Qui parle du groupe. Donc, mais c'est aussi lié au fait que, comme on choisit des salles, entre guillemets, connues, ils viennent plus facilement. C'est plus facile de faire venir de la presse au New Morning et à Cigale que, je sais pas moi, à la salle d'Anthony ou je sais pas où. Alors, avant de partir, je voulais quand même présenter ce bouquin que tout le monde connaît déjà, mais je n'avais pas eu l'occasion de le présenter. Vous l'avez lu, Oni? Non, j'ai entendu parler, malheureusement, mais je n'ai pas eu l'occasion. La mémoire de la musique guadeloupéenne, c'est ça? Je peux vous l'offrir. C'est vraiment la mémoire de la musique guadeloupéenne. Et Henri Debs, que je salue, qui est un peu malade en ce moment, a pris près d'une vingtaine d'années pour raconter ça. Nous avons l'anecdote à Naï, vraiment. C'est son livre, il faut vraiment lire, Oni. Son livre beaucoup aimé. Je présente aussi Média. C'est une revue que je vous conseille, Oni. Ce dernier numéro. Et qu'on est dans la télévision, il faut absolument lire Média. Il faut lire aussi ça, Oui 89. Alors c'est quand même curieux que c'est un site que tout le monde connaît aujourd'hui, Oui 89, et qui s'est orienté d'ailleurs, CCM fera pareil, bientôt on aura une version papier de notre site, parce que je pense que tout le monde, comme disait Pierre tout à l'heure, tout le monde n'a pas encore le net en Guadeloupe, et beaucoup d'articles qui paraissent sur CCN ne sont pas vus, bien sûr les gens font des photocopies, et donc Oui 89 a sorti sa revue, je crois que c'est le numéro 16 déjà, 1 an, et je pense qu'il va falloir le faire. Et je rappelle donc, Largo Winch, pour ceux qui aiment la bande dessinée, il y a toute une série. Alors, il y a 20 épisodes, je les ai tous vus, il est très bon. Et pour finir, je vous conseille donc le Fred. Je n'ai pas encore écouté, donc je ne donnerai pas d'avis aujourd'hui. Il y a aussi le Patrice Ullman qui est toujours. Oui, le Patrice Ullman, le Patrice Bougamouin, son nom. On nomme seulement. Voilà, donc sur ces deux sorties, on va... Et puis comme on est en période de carnaval, il y a aussi le DVD de Masque à clé. Masque à clé, oui. Ouais. Bien, ben voilà, l'émission se termine. La semaine prochaine, on reçoit ici David et Pat. Vous voyez, c'est un bon moment. Et avec le rédacteur en chef de France Antilles, M. Lemoyle, nous aurons l'occasion avec lui de discuter de la presse quotidienne, mais aussi nous reviendrons aussi avec Patrick et Pat, qui sont les locomotives de Guadeloupe Première Radio, en tout cas de parler un peu de la musique, mais aussi surtout de l'humour à la radio. Voilà, l'émission est terminée. Merci Estelle, merci Florence, Pierre, merci d'être venu. Merci. On ne te voit pas assez souvent à la télévision, on fait son choix d'être l'homme de l'ombre. Merci Ronnie d'être enfin arrivé. Merci, 16e numéro, j'ai pu enfin venir. Alors une question, je vous pose une dernière question Ronnie. Alors est-ce qu'à GTV, il y a une collaboration avec la presse d'une manière générale? Tout à fait. Oui. Clairement, c'est pas un secret d'entreprise. Non, clairement oui.
on collaborera avec les différents médias, en tout cas les différents journaux de Guadeloupe. Bien, ben voilà, l'émission est terminée. Merci à notre équipe de C'est dans la presse, CDLP. Merci Webmaster, qui devient plutôt Master Web aujourd'hui. Je vais parler de Christophe Nicolas. Merci aussi à Rachel, notre assistante, qui nous aide beaucoup pour la préparation de cette émission. Maxime aussi à la technique. Et puis à nos chroniqueurs et chroniqueuses. Merci, on se retrouve mercredi prochain. L'émission est diffusée et rediffusée demain. Jeudi pour les gens qui sont en France, et peut-être si vous l'avez raté, gros point demain. Voilà, salut!